15. Reacher s'attendait plus ou moins à tomber sur une baraque montée de briquets de broc, en terre battue et planches pourries, comme on en voit sur les photos datant de la Grande Dépression. Mais après avoir emprunté un long chemin de terre, la femme le conduisit jusqu'à une maison à un étage, en excellent état. Elle s'élevait solitaire, dans le coin d'une propriété qui devait bien faire dans les 1000 hectares. Elle se gara derrière le bâtiment, à côté d'une rangée de granges et de remises en voie de désintégration. Reacher entendit des poules caqueter dans le poulailler, et le jeune cochon dans une soue. De la terre, de l'air, un temps froid. La campagne, dans toute sa gloire hivernale. « Je ne voudrais pas avoir l'air d'être grossière, mais combien allez-vous me donner? » Il sourit. « Pour la nourriture que vous allez m'offrir? » « Quelque chose comme ça, oui. » « En moyenne, à l'ouest du Mississippi, je compte 15 $ pour boire compris. » La femme parut surprise et satisfaite. « C'est une somme, dit-elle. 2 heures de salaire. C'est comme avoir une semaine de 9 jours. »« Ouais, mais il ne s'agit pas d'un bénéfice net, » lui fit remarquer Reacher. « J'ai faim, ne l'oubliez pas. » Elle le fit entrer par une porte ouvrant sur l'allée à l'arrière du bâtiment. La maison donnait une idée de ce qu'avait pu être celle de Seth Duncan avant les coûteuses rénovations qu'il avait fait faire. Plafond bas, fenêtres à petits carreaux aux vitres ondoyantes, planchers inégaux sous les pieds, tout y avait un côté ancien, sinon antique, en tout cas démodé de toutes les manières possibles, mais aussi l'aspect propre et bien tenu que donne un siècle d'entretien régulier. La cuisine était immaculée, la cuisinière était froide. « Vous n'aviez pas encore déjeuné? » s'étonna Reacher. « Je ne déjeune pas. Pas le matin, en tout cas. »« Au régime? » Elle ne répondit pas, et Reacher se sentit immédiatement idiot. « C'est moi qui régale, dit-il. 30 billets. On s'amuse un peu tous les deux. »« Je ne demande pas la charité. »« Pas de la charité. Je vous rends le service que vous m'avez donné, c'est tout. » Vous avez pris des risques en m'amenant ici. J'essaie juste de faire ce qui me paraît bien. Et moi aussi. Accepter ou bien laissons tomber. J'accepte, dit-elle. Comment vous appelez-vous? En général, quand je prends le petit déjeuner avec une dame, je connais au moins son prénom. Je m'appelle Dorothy. Enchanté de faire votre connaissance, Dorothy. Vous êtes mariée? Je l'étais. Plus aujourd'hui. Vous connaissez mon nom? Vous vous appelez Jack Reacher. Nous en avons tous été informés. Le mot est passé. Je l'avais dit à la femme du médecin. Et elle l'a répété au Duncan. Ne lui en voulez pas, c'est automatique. Elle essaie de payer sa dette, comme tout le monde. Et c'est quoi, sa dette? Elle a pris mon parti, il y a 25 ans de ça. Roberto Cassano et Angelo Mancini roulaient vers le nord, dans une Impala de location. Ils avaient pris leur quartier au Courtyard Marriott, le seul hôtel du siège du comté, le patelin se réduisant à quelques rues à angle droit, au beau milieu de ce qui avait tout d'un vide sidéral s'étendant sur des milliards d'hectares. Ils avaient appris à surveiller leur jauge d'essence. C'est comme ça, au Nebraska. Il est prudent de refaire le plein dès qu'on voit une station-service. La suivante pouvait se trouver à des années-lumière. Ils étaient de Las Vegas, ce qui signifiait, comme toujours, qu'en réalité ils venaient d'ailleurs. De New York, dans le cas de Cassano, et de Philadelphie, dans celui de Mancini. Ils avaient fait leur classe dans leur ville natale, puis avaient été engagés ensemble à Miami, où ils avaient pris du galon avant d'aller jouer dans la cour des grands dans le désert du Nevada. On raconte aux touristes que ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas, mais c'était faux en ce qui concernait Cassano et Mancini. C'étaient des voyageurs, des hommes toujours en mouvement, dont la tâche consistait à subodorer un problème avant même qu'il se pose, pour le prendre à la racine et le régler dès qu'il se pointait à l'horizon. Bien avant qu'ils ne deviennent réellement sérieux et n'atteignent directement leur patron. D'où cette virée, au milieu de ces vastes terres agricoles désertiques, à près de 1200 kilomètres au nord et à l'est des paillettes et du glamour. Il y avait dans la chaîne des approvisionnements un cafouillage qui pourrait devenir des plus gênants un jour ou deux plus tard.
Leur patron avait promis certaines choses bien précises à des gens bien précis, et ils n'en retiraient aucun bien s'ils ne pouvaient pas tenir parole. Du coup, cela faisait 72 heures d'affilée que Cassano et Mancini étaient sur le pont après avoir dû bousculer un peu la femme d'un des bouffeurs de haricots du coin, juste pour se faire bien comprendre. Sur quoi, un autre de ces cutéreux en avait appelé, en prétendant que le cafouillage avait pour origine la présence d'un inconnu, venu mettre son nez là où il n'aurait pas dû. Des conneries, sans doute. Il y avait toutes les chances que ça n'ait aucun rapport. Soit qu'un prétexte. Mais Cassano et Mancini ne se trouvaient qu'à 100 kilomètres, et leur patron les avait envoyés donner un coup de main. Parce que si jamais le bouseux avait effectivement menti, cela trahissait une certaine vulnérabilité. Une petite assistance aujourd'hui même, permettant de traiter à meilleur compte plus tard. Stratégie évidente. Les affaires à l'américaine, tout simplement. Faire baisser les prix par tous les moyens. Tel était le secret. Ils arrivèrent par la deux voies merdiques, traversèrent le carrefour merdique et vinrent se ranger devant le motel. Ils l'avaient déjà vu. De nuit, faisait plutôt bonne impression. De jour, pas autant. De jour, il avait l'air triste de quelque chose de raté, d'un truc fait sans conviction. Ils virent aussi une Subaru saccagée à côté d'une cabine, défoncée à coups de masse probablement. Il n'y avait rien d'autre à voir. Une fois garés devant l'accueil, le bar-salon, ils descendirent de leur véhicule de location et s'étirèrent. Deux citadins qui bâillent, persécutés par le vent qui soufflait en permanence. De taille moyenne, musclés, le regard vide, Cassano avait le teint sombre. Mancini présentait des caractéristiques assez voisines. Ils portaient tous les deux des chaussures de luxe, des costumes sombres, des chemises de couleur mais pas de cravate, et des pardessus en laine. On les prenait souvent l'un pour l'autre. Ils entrèrent et cherchèrent le propriétaire. Ils le trouvèrent tout de suite. Derrière le bar, avec un chiffon, il s'acharnait sur toute une série de ronds superposés et collés au bois. Un raté, genre déprimé, les cheveux teints en roux. Nous représentons la famille Duncan, annonça Cassano. Formule qui, lui avait-on promis, produirait des résultats. C'est exactement ce qui se produisit. Le rouquin lâcha son torchon, recula, et c'est tout juste s'il ne se mit pas au garde à vous, il ne se salua pas, comme s'il était un soldat, qu'un gradé venait tout juste de lui crier quelque chose. T'as accueilli quelqu'un hier soir. Non, monsieur, protesta le rouquin. Je l'ai fanqué dehors. Il fait froid, dit Mancini. L'homme derrière le bar ne dit rien. Il n'avait pas bien suivi. S'il n'a pas dormi ici. Où diable a-t-il dormi? Demanda Cassano. Tu n'as pas un seul concurrent dans le coin. Il n'a pas dormi dehors, à l'abri d'une haie. Et d'un, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de haies au Nebraska. Et de deux, il se serait gelé le cul. Je sais pas où il est allé. T'en es bien sûr? Il n'a pas voulu me le dire. Pas d'âme charitable dans ce patelin qui accueillerait un inconnu chez elle. Pas si les Duncan ont dit de pas le faire. Dans ce cas, il a dû passer la nuit ici. Mais je vous l'ai dit, monsieur, il n'a pas dormi ici. T'as vérifié sa chambre? Il m'a rendu sa clé avant de partir. Il y a plusieurs moyens d'entrer dans une chambre, Trouduc. T'as vérifié? La femme de ménage l'a déjà fait? Elle a dit quelque chose? Non. Où est-elle? Et elle a terminé, elle est partie. Rentrée chez elle. S'appelle comment? Dorothy. Explique-nous où habite ta Dorothy, dit Mancini.